Il est presque 8h sur Europe 1. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal, David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une, David. L'écologie politique en crise. La démission de Nicolas Hulot plonge la base militante dans le désarroi. Reportage dès le début de ce journal avec les fantassins de l'environnement. Vous verrez, ils sont déboussolés. Les conséquences politiques. Ce départ, Emmanuel Macron ne l'avait pas souhaité. Il va devoir remanier. À quelle échéance? Dans quelle ampleur? Avec quel casting? À suivre. Toutes les informations du service politique d'Europe 1. Et puis, nous vous parlerons d'une lutte acharnée. Les festivals de cinéma se font la guerre. Cannes, Venise, Deauville, Toronto, c'est une compétition. Et vous le verrez, tous les coups sont permis. Europe 1. C'est la déflagration politique de cette rentrée, le cadeau piégé de Nicolas Hulot à Emmanuel Macron. Nous vous dirons tout des conséquences de cette démission surprise dans un instant. Michael Darmon du service politique d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Vous avez Michael. des informations, mais d'abord un impact moins visible sur la base de l'écologie en France. Les militants de la cause environnementale ont pris ce départ en pleine figure. Il y a un sentiment d'abandon. Justin Morin est allé en région parisienne à la rencontre de ces fantassins de l'écologie. Aujourd'hui, un peu orphelin. Des courges, des tomates, des fraises. Véronique n'oublie jamais de faire goûter sa production sans pesticides. Ils sont pas mal. Un sourire qui ne l'empêche pas d'être très lucide sur son combat. L'impuissance de Nicolas Hulot, sa frustration, c'est un peu sa vie à elle. Pour nous les petits, c'est vraiment très difficile d'agir. Pour moi qui ai milité bénévolement pendant presque 20 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir réussi à faire bouger très très peu de choses. Donc ça m'a donné aussi envie de lui répondre. À notre petit niveau, on s'essouffle, on se sent seul aussi. Véronique comprend malgré tout sa décision courageuse, dit-elle, et qui clarifie la position du gouvernement, selon Philippe, un autre jardinier bénévole. À court terme, c'est plutôt déprimant, ça c'est sûr. Mais je pense que ça va entraîner des prises de conscience et puis des recompositions. Je pense qu'on va pas en rester là, quoi. Je pense pas qu'il abandonne. Non. Faut qu'il continue. Oh bon, il continuera, ça c'est sûr. C'est un engagement, je pense, à vie. Les deux militants sont persuadés, démission ne veut pas dire disparition. Reportage signé Justin Morin. Et David, les conséquences politiques maintenant, ni Édouard Philippe, ni Emmanuel Macron n'avaient vu venir cette démission. Oui, sur ce coup, le maître des horloges s'est vu imposer le tempo et le voilà contraint de réorganiser le gouvernement. Le cadeau de Nicolas Hulot, c'est une rentrée politique minée. La majorité est furieuse, les anciens collègues de Nicolas Hulot au gouvernement, de nombreux députés se lâchent ce matin et vous allez voir, les mots sont durs à l'égard de l'ancien ministre. Enquête signée Adrien Becht. Chaque jour, il se posait la question de partir. Voilà ce que dit, un peu consterné, un ministre de premier plan. Hulot, un sentimental, glisse un député. Alors oui, l'ultra-populaire présentateur du Choya apportait son image, ses idées, une stature, mais il a péché par impatience, dit la députée En Marche de Paris, Olivia Grégoire. Nicolas Hulot est un homme pressé et je pense que ça fait partie de la difficulté, de la complexité en politique. Il faut savoir accepter le temps long pour que l'action soit mise en œuvre. Et là, j'avoue que je ne suis pas d'accord avec lui, puisque c'est aussi ça, la politique, ce sont les petits pas. Et certains de ses anciens alliés frappent beaucoup plus fort. Hulot, une diva, il ne supporte aucun revers, il veut toutes les victoires, glisse un cadre de la majorité qui lâche. De toute façon, il n'aime ni l'agriculture, ni la ruralité. Son départ, ajoute un autre, un ouf de soulagement. Alors, qui pour le remplacer? Certainement pas une star, il faudra un successeur plus consensuel, prévient un député. Hors de question, dit-il, de remplacer un problème par un problème. Alors, Michael Darmon du service politique, vous êtes avec nous et vous avez des informations. Beaucoup d'interrogations sur la suite. Un remaniement va avoir lieu. Première question, Michael, quand ? D'abord, calendrier décontracté. C'est la formule de l'Elysée, parce que le chef de l'État rentre jeudi soir du Danemark et aussi parce qu'il n'est pas question de laisser penser que le gouvernement est en crise. La rentrée est déjà assez difficile comme ça. Donc vendredi, Conseil des ministres et séminaire gouvernemental dans la foulée, sûrement avec une chaise vide. Ça va prendre quelques jours, dit-on, autour du président. Et on rappelle d'ailleurs que l'année dernière, pour remplacer Christophe Castaner qui quittait le porte-parole, il a fallu 3 jours. Alors imaginez avec Nicolas Hulot, dit-on. Qui pour remplacer Nicolas Hulot? Alors je vais vous dire, dans un remaniement, une certitude,
on est toujours surpris. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les réflexions de l'Élysée visent un objectif, effacer Hulot de l'actualité. 2 options sur la table, trouver une forte personnalité qui puisse éclipser donc l'ancien ministre ou se lancer dans le chamboule-tout gouvernemental. Ensuite, il faut savoir que depuis le mois de juin, on se doutait que Hulot pouvait craquer à tout moment, donc des contacts discrets ont été pris avec Ségolène Royal, qui fait mine pour l'instant de dire qu'elle n'est pas du tout intéressée, tout en s'exprimant quand même dans le Figaro ce matin sur les défis de l'écologie au gouvernement. Mais une fois de plus, le président Macron, qui subit les événements cette rentrée, voudra sûrement ménager un effet de surprise. Et que pensent les Français, David Doucan, de cette démission ? Eh bien, selon un sondage Odoxa, 84% des personnes interrogées pensent que le départ de Nicolas Hulot est une bonne chose pour lui, même s'ils trouvent que c'est dommage pour la France. Bref, en résumé, nos concitoyens gardent toute leur bienveillance à l'égard de celui qui était le ministre le plus populaire du gouvernement. Europe 1, 8h04. Les coulisses de cette démission sont connues. Avec cette réunion avant-hier à l'Élysée au sujet de la chasse, Nicolas Hulot l'a vécu comme un traquenard à cause notamment de la présence d'un personnage que vous ne connaissez peut-être pas. Anne-Laure Jumet, bonjour. Bonjour. Cet homme s'appelle Thierry Coste. Vous avez enquêté sur lui. C'est le lobbyiste des chasseurs et il gravite au cœur du pouvoir depuis plus de 20 ans. Oui, et c'est un mercenaire, il le reconnaît lui-même, qui dit travailler pour de l'argent, pas pour des idées. Et il a l'oreille des politiques de tous bords, y compris au plus haut niveau de l'État. Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Il faut dire que les chasseurs, c'est un électorat qui compte. Écoutez d'ailleurs ce que le candidat Macron disait de lui pendant sa campagne. C'est quelqu'un dont j'écoute toujours les conseils parce qu'il connaît très bien en effet le monde de la chasse et de la ruralité. Donc j'écoute toujours cette voix. Une voix une nouvelle fois entendue lundi soir avec la réduction de moitié du prix du permis de chasse et les conséquences que l'on connaît. Thierry Coste aurait été la goutte d'eau. Est-ce que d'autres lobbies ont pu peser sur le ministre ? Oui, et des groupes de pression autrement plus puissants que les chasseurs. Lors de l'examen de la loi agriculture et alimentation, par exemple, la FNSEA, le premier syndicat agricole, et des industriels comme Bayer ont déployé toute leur force de frappe sur la question du glyphosate. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier le lobby nucléaire. Il y a un an, Nicolas Hulot annonce le report de l'objectif réduisant à 50% la part du nucléaire. Chez EDF, on ne cachait pas en coulisses avoir largement contribué à cette décision. L'une des fameuses couleuvres avalées pendant Exactement. cette année au pouvoir. Merci Anne-Laure Jumet du service France d'Europe 1. Europe 1. Dans un instant, l'interview politique d'Europe 1. Audrey Crespo-Mara reçoit le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. 7h, 9h. Nico Saliagas sur Europe 1. Le journal de David Doucan. En attendant, le ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes, interviewé dans moins de 10 minutes par Audrey Crespo-Mara. Et ça tombe bien qu'il soit avec nous, Gérald Darmanin, parce que ce matin, il règne une forme de flou artistique sur le prélèvement à la source. On avait compris que cela commencerait dès janvier. Eh bien, figurez-vous que ce calendrier pourrait encore changer. C'est une indiscrétion du canard enchaîné qui sème le trouble. Selon l'hebdomadaire, Emmanuel Macron aurait confié des doutes à des proches. Le président de la République serait en réalité encore en train d'hésiter à reporter cette réforme. La suite du journal, David Doucan. Les banques ne devraient bientôt plus pouvoir faire ce qu'elles veulent en matière de facturation. Oui, on connaît tous ce sentiment désagréable sur nos relevés de compte. Ici, 40 €, là, 35, 50 € sur une autre ligne. Et bien souvent, on n'y comprend rien. C'est vrai. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on paye à la fin des fins. Eh bien, ces frais bancaires, le gouvernement veut les encadrer. Le projet de loi sera débattu prochainement au Parlement. Il pourrait être plafonné à 200 € par an. Les explications d'Aurélien Fleureau. Plus de 200 € de frais bancaires en à peine 6 mois. Nadège ne comprend pas, elle qui fait toujours attention à ne jamais être à découvert, mais chaque mois, elle découvre une mauvaise surprise sur ses relevés de compte. On a juste marqué frais de commission d'intervention, donc et puis le montant, et on n'a jamais rien précisé. À un moment donné, je demande des comptes à ma banquière, tout simplement, je l'appelle. Elle me dit « Ah, mais en fait, on prend pas en compte le fait que vous ayez votre salaire qui va tomber à telle date. Donc, il faut qu'on ait l'équivalent de nos factures, voire plus à minima sur les comptes courants, pour pas se faire prélever telle ou telle somme. » Mais alors du coup, vu que c'est très aléatoire, j'ai jamais su pourquoi d'un seul coup, un mois, j'ai eu 56 € de prélevés et l'autre que 16 €. Résultat, Nadège, cliente depuis plus de 15 ans, envisage sérieusement d'opter pour une banque en ligne. Elle verrait d'un bon œil la mise en place d'un plafond annuel pour tous. Les associations de consommateurs regrettent justement que la réforme voulue par Bercy ne concerne que les foyers les plus fragiles et rappellent que ces frais rapportent aux banques plus de 6 milliards € par an.
Aurélien Fleureau du service France d'Europe 1. Europe 1, 8h10. Ouverture de la Mostra, le festival de cinéma de Venise, l'occasion de vous parler d'une confrontation peu connue. Les plus grands réalisateurs font leur marché, figurez-vous. Ils choisissent entre Venise, Toronto, Deauville, et dans cette compétition, le festival de Cannes n'a plus la cote. Mathieu Charrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le spécialiste cinéma d'Europe 1. Pourquoi est-ce que la croisette est-elle passée de mode ? Déjà, le gros problème de Cannes, c'est que le festival a lieu en mai. Or, aujourd'hui, les Américains n'ont qu'un objectif, ce sont les Oscars en février. Du coup, mai, c'est beaucoup trop tôt pour dévoiler leur film et risquer au passage de se faire étriller. Ils préfèrent attendre septembre en allant à Toronto, Venise ou Deauville. C'est le cas par exemple de Jacques Audiard, pourtant Palme d'Or à Cannes avec 10 pannes, mais qui pour les Frères Sisters, sa production américaine, a préféré décliner l'invitation de la croisette. Et puis deuxième problème à Cannes, c'est Netflix. Thierry Frémaux, qui défend le cinéma en salle, ne veut plus mettre les films Netflix en compétition. Le nouveau Alfonso Cuarón, par exemple, qui avait fait Gravity, il est désormais produit par Netflix. Cannes lui avait proposé d'être projeté, mais hors compétition. Netflix a décliné. On le retrouve à Venise, qui a sauté sur l'occasion. Mais Mathieu, comment Cannes va s'en sortir ? Nous, on aime bien Cannes, on soutient Cannes, les médias notamment, et puis même la France, quoi. Ils vont s'en sortir. D'abord grâce au cinéma asiatique, qui prend de plus en plus de place dans le marché mondial. Cannes a toujours mis à l'honneur et donc créé des liens avec ce cinéma. La dernière Palme d'Or, je vous le rappelle, est japonaise. Et puis, les grands réalisateurs ont une relation particulière avec Cannes. Martin Scorsese, par exemple, nous a laissé entendre lors de la dernière édition qu'il reviendrait présenter son prochain film, The Irishman, avec Robert De Niro et Al Pacino, à Cannes, malgré le fait qu'il soit produit par Netflix. Il y a d'ailleurs une demande du côté de certains membres de l'organisation cannoise de revenir à une sélection un petit peu plus grand public. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Parmi les sorties du jour, le nouveau film d'Alex Lutz, Guy, que vous nous conseillez, Mathieu Charrier. C'est un film européen. L'US Open de tennis à New York pour terminer sous une chaleur écrasante. Plus de 35 degrés. Les joueurs sont nombreux à avoir frôlé le malaise. Côté français, c'est un premier tour satisfaisant. Qualification de Caroline Garcia, Kristina Mladenovic chez les dames. Gaël Monfils, Lucas Pouille et Benoît Paire l'ont emporté chez les messieurs. Merci David Doucan pour le journal.